Ah, donc on a la chance avec nous chez L-Factory et puis avec nos amis d'Eurogroup Consulting d'accompagner l'État à relever ce défi qui est pas simple parce que ça demande des coordinations complexes. Et pour en parler avec nous cet après-midi, merci d'accueillir sur le plateau à distance hein, Caroline Legloan et Félix Imbert. Bonjour à tous les Bonjour, deux. Comment ça va? Bonjour. Alors ça va bien. bienvenue à Caroline, parce que toi tu n'es jamais venu au hackathon. Tu Non. n'avais jamais. Tu en avais entendu parler du Hacking F Camp déjà? Oui, 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 quand même. Et Je dis-nous, n'avais pas eu le plaisir de le suivre. En tout cas, là, je suis très heureuse d'intervenir lors de ce hackathon et je suis de tout cœur avec les porteurs de projets. alors tu fais quoi dans la vie, toi, Caroline, pour qu'on dise à tous nos participants Alors, moi, je suis chef du bureau des systèmes d'information des acteurs de l'offre de soins à la DGOS. C'est une direction, alors la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé. Et on en charge en fait toutes les actions d'accompagnement liées à l'informatisation du système de santé des hôpitaux. On a des programmes d'investissement, aussi des parcours de soins, la mise en place aussi de services nationaux de référentiels tels que le répertoire opérationnel de ressources. On suit également tout ce qui est l'accompagnement aussi pour améliorer les systèmes d'information liés à la facturation, à tout le volet administratif. En tout cas, on accompagne toute l'informatisation du système de santé, des hôpitaux en priorité, mais maintenant de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins. bon programme. Oui. Et avec nous, Félix, Eurogroup Consulting. Et vous, alors qu'est-ce que vous faites chez Eurogroup Consulting? Mais surtout, bon là, je pense que les participants te connaissent, parce que tu fais partie des coachs. Et donc, tu as déjà pu coacher quelques équipes. Mais si tu peux nous en dire plus sur l'activité d'Eurogroup et ce que tu y fais. Donc, rebonjour. Donc, moi, je suis directeur chez Eurogroup. Eurogroup, c'est un gros cabinet de conseil en organisation en transformation. Moi, à titre personnel, j'interviens beaucoup sur des grands projets liés à la data et au digital, donc sur des sujets d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de cadrage métier de programme, de valorisation de la donnée, etc. Notamment dans la santé, auprès de grands acteurs comme la PHP, le Health Data Hub et également le ministère de la Santé dont on va parler aujourd'hui. Et donc justement, on aurait aimé en savoir, on va parler de ce projet-là, mais on peut aussi parler de plein d'autres projets, parce que je sais que l'État en suit beaucoup. On ne se rend pas compte hein, du travail qui est fait derrière les murs, hein, parce qu'on vit ce système et on est content que ça marche, mais c'est du boulot quand même pour que tout ça fonctionne. Donc, si on veut parler de ce projet plus précisément, c'est quoi l'origine du projet de service d'accès aux soins? Alors, le projet de service d'accès aux soins, c'est d'abord des constatations, l'engorgement des urgences notamment, et le fait qu'il faut améliorer le service de prise en charge des patients quand ils cherchent un soin en urgence, non vital bien sûr, et que son médecin traitant n'est pas disponible. Ça s'appuie sur des recommandations. Il y a eu le pacte de refondation des urgences qui a été publié en fin d'année 2019, qui proposait la mise en place d'un service d'accès aux soins avec une plateforme téléphonique de régulation et tout un outillage pour pouvoir réguler au mieux le patient dans son parcours, avec un équilibre, en tout cas la mise en place d'une gouvernance partagée entre les SAMU et la médecine de ville. Et donc, c'est sur cette base, sur cette orientation qu'on a lancé le projet, avec un axe de réorganisation au niveau professionnel important. On met en place un nouveau parcours, de nouvelles façons de travailler entre la ville et l'hôpital, et avec des outils associés, notamment cette plateforme digitale qu'on va mettre à place pour appuyer, en tout cas outiller le régulateur pour qu'il puisse répondre au mieux à l'usager quand celui-ci appelle et souhaite être orienté dans son parcours et de façon urgente quand même. C'est souvent sous des délais 24 heures, maximum 48 heures, mais on est souvent sur une prise en charge rapide, en tout cas dans la journée. Difficile ça d'avoir un rendez-vous dans les 24 heures. Oui, tu voulais dire quelque chose, Félix? Non, j'allais demander à Caroline qu'elle nous explique peut-être dans quelle temporalité ce projet se joue et est-ce qu'elle nous dise qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour ne pas devoir déployer toute la France et l'ensemble des professionnels de santé en même temps. Alors, nous, donc, par rapport à ce pacte de refondation des urgences et de ces préconisations, on a un petit peu attendu avant
de pouvoir lancer en tout cas toute la démarche d'un point de vue, on va voir comment organiser et outiller ce nouveau service. Parce qu'il y a eu la crise sanitaire, on est toujours en crise sanitaire, mais il a fallu un petit peu stopper puisque les personnes ne pouvaient pas être mobilisées. En tout cas, nous, on travaille avec les professionnels, les régions. Et donc, on a attendu le mois de juin pour relancer le projet, juin 2020, donc toujours dans un contexte un petit peu difficile et avec en fait un calendrier assez court pour tester avant une généralisation que l'on prévoit en 2022. C'est-à-dire que là, on s'est dit, en juin 2020, on relance et on lance en fait un appel à candidature pour avoir des pilotes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que durant la crise sanitaire, il y a eu des organisations qui sont mises en place entre la ville et l'hôpital pour orienter au mieux le patient, éviter qu'il aille aux urgences au vu de la situation sanitaire. Et donc, on s'est dit, il y a des expériences sur lesquelles il faut s'appuyer pour après généraliser un service au niveau national. Et donc, dans cette optique-là, on a lancé un appel à candidature au mois de juillet, donc de façon très rapide, vers les régions, les ARS qui sont notre relais, pour pouvoir avoir des pilotes sur lesquels tester les organisations, tester un outillage avant une généralisation. Et là, du point de vue digital aussi, on a lancé des travaux pour bien préciser le besoin, aussi tout le volet technique, pour avoir aussi un outil qu'on puisse tester pendant la phase pilote, toujours dans des délais courts, donc avec des premiers résultats là qu'on a pu avoir en ce début d'année. Donc en 6 mois, on a lancé tout un projet d'une phase pilote aussi, puisqu'on a eu des candidatures très rapidement et on a 22 pilotes sur lesquels maintenant on s'appuie, qui sont en cours de déploiement, mais sur lesquels on va pouvoir s'appuyer depuis la fin de l'année dernière. Donc une mobilisation du terrain assez forte dans des délais courts. Et là, on avance de façon rapide puisqu'on a l'année pour tester avant d'envisager une généralisation du service au niveau national. Et donc, c'est qui les parties prenantes là, de ce projet ? Alors, les parties prenantes, elles sont nombreuses parce que de toute façon, la réussite d'un projet, c'est quand c'est un collectif aussi qui le porte. Au niveau national, nous, on a tous les moyens pour faire avancer les projets, la mise en place de services, mais on ne peut pas le faire tout seul et en plus, on n'aura pas les bonnes idées. Nous, on s'appuie d'une part, d'un point de vue institutionnel, on n'est pas tout seul. Nous, des GOS, on s'appuie avec les autres directions du ministère, avec aussi l'assurance maladie qui est un partenaire, nos opérateurs d'État, notamment l'Agence du numérique en santé pour le volet digital. Et on s'appuie sur les régions, qui sont notre relais auprès des territoires, auprès des acteurs, les représentants professionnels, les syndicats aussi, qui sont nos partenaires, et l'ensemble des acteurs, les professionnels de santé, côté ville, côté hôpital, qui participent à nos travaux, les éditeurs aussi, qui sont mobilisés depuis le début à travers les fédérations d'éditeurs, mais également les éditeurs qui veulent suivre ces travaux, nous les tenons au courant. On est vraiment toujours preneurs aussi de leurs propositions, voir comment ça se passe même d'un point de vue outillage, leurs idées. Et donc, c'est tout l'écosystème en fait qu'on mobilise. Et donc, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de cours de coordination, mais il nous semble que c'est nécessaire aussi pour, quand on construit ce type de service, de travailler ensemble pour y arriver. C'est peut-être un peu plus long, mais au moins, ça garantit un peu plus le fait que ce service il est porté par les acteurs qui vont le faire, que ce soit les professionnels de santé ou même les éditeurs qui vont équiper. C'est un peu compliqué quand même d'aller jusqu'à mon médecin généraliste et lui dire et au fait, tu dois réserver 2 heures pour me recevoir. Comment ça se passe cette relation ? Parce que là, effectivement, là, tu décris toute une panel de toute façon, vous ne pouvez pas vous adresser un par un à chaque professionnel de santé, je me doute. Comment ça se passe, ce travail de coordination ? Est-ce qu'ils échangent bien ? Est-ce que c'est facile d'arriver à déployer quelque chose comme ça pour, au final, c'est vrai, parler directement au médecin généraliste en lui disant voilà comment on va s'organiser maintenant, quoi. Alors oui, on s'appuie déjà sur des organisations plus ou moins matures. C'est vrai que ça va être l'enjeu de comment on enrôle aussi l'ensemble des professionnels autour de ce projet et la mise en place de ce service. Alors c'est pour ça que nous, au niveau national, on va plutôt appuyer, en fait, mettre en place les conditions pour garantir ce collectif. Par contre, le niveau régional, le niveau local est nécessaire. Nous, il faut qu'on ait ce relais-là. Il faut qu'il y ait des porteurs du projet au niveau territorial, en proximité. Il faut que ça soit aussi un accompagnement par les pairs, donc de professionnel à professionnel, parce que sinon, ce n'est pas possible. Donc, nous, c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Et les pilotes, sont là pour tester ces organisations, la mise en place de ce collectif. On a mis en place des échanges au niveau national
entre l'ensemble des professionnels. Et ça se passe bien. Il y a vraiment une dynamique d'échange qui se met en place. Mais là où tu soulèves un point important, Sébastien, c'est que l'implication in fine de l'ensemble des généralistes, hein, des médecins effecteurs sur les territoires, c'est un enjeu clé, voire l'enjeu clé in fine de la réussite de ce service d'accès aux soins, puisque à la fin, si on propose un bel outil numérique, mais que personne ne l'utilise ou que personne l'utilise correctement, eh bien, on ne réussit pas. Donc, ce sont des gens qui sont loin, mais c'est des gens qu'on doit absolument mobiliser. Et je crois que cette problématique, elle peut faire écho pour pas mal de projets qui travaillent sur le hackathon aujourd'hui, demain. Ah oui, c'est vrai. Et est-ce que vous avez rencontré d'ailleurs, alors l'un comme l'autre, dans ce projet que vous êtes, dans lequel vous êtes bien impliqué, des difficultés? Comment on arrive à imposer, parce que bon, c'est pas imposer, mais comment on arrive à faire. Je suis sûr qu'il y a des difficultés qui sont rencontrées. Alors, lesquelles? Alors, on ne va pas imposer. Donc, les pilotes déjà qui sont impliqués, s'il y a une volonté quand même de tester, de travailler en collectif. Nous, notre outillage, le niveau national qu'on met à disposition, il ne vient pas remplacer les solutions en place, il va s'interfacer. En fait, nous, on est dans une logique d'État-plateforme qui est promue par la délégation du numérique en santé au niveau ministériel, avec une maison qui a été définie pour vraiment l'imager, avec des fondations, des services socles qui sont mis à disposition au niveau national et sur lesquels viennent se plugger les outils du marché. Et c'est cette optique-là qui est mise en place pour le SaaS. C'est la plateforme, nous, digitale, dont on parle pour le service accès aux soins. C'est un annuaire de qualité qui se base sur des référentiels socles, l'RPPS, le ROR, le FINES, qu'on va aussi améliorer. C'est aussi l'occasion d'améliorer et de travailler sur nos référentiels. Et il y aura une partie moteur de recherche et agrégateur de créneaux de disponibilité qui viendra en fait rechercher en flux les créneaux disponibles à partir des solutions du marché qui équipent les professionnels. Donc nous, c'est notre vision cible. Donc en fait, on va plutôt avoir déjà un outil type plateforme qui ne vient pas remplacer des outils du marché qui existent et qui marchent. Donc déjà, il y a ça. Donc déjà, on ne va pas imposer telle ou telle solution. Donc je pense que c'est déjà bien. Mais c'est vrai que on bouscule un petit peu les habitudes. Et donc, il y a un vrai travail de pédagogie, d'écoute à faire et je pense de collectif. Moi, j'en reviens toujours à un collectif. Il faut qu'ils partagent. Peut-être certains disent bah non, moi je ne veux pas. J'ai déjà un outil qui marche. D'autres qui vont dire bah moi j'en ai besoin. Et peu à peu, je pense qu'on va trouver un terrain d'entente aussi avec les éditeurs qui doivent trouver leur place pour aussi faciliter la mise en place de ces services socles. Je pense qu'on aura tout à y gagner, notamment pour ce type de service public. Donc moi, je crois beaucoup au collectif et avec cet effet d'entraînement et de travail entre pairs pour qu'après, il y ait une adhésion. Et nous aussi, au niveau national, moi, je ne suis jamais campée sur des positions. Quand il y a quelque chose qui ne convient pas, peut-être qu'il y a un sujet de fond qu'il faut qu'on règle. Donc nous aussi, au niveau national, je trouve qu'on doit être à l'écoute. Et je pense que quand il y a vraiment une barrière, excusez-moi, une barrière, c'est que voilà, il y a quelque chose qu'il faut changer. En fait, donc bon, c'est un travail sur la durée en collectif. Il y a un enjeu d'adhésion qui est énorme avec l'ensemble des acteurs dont Caroline parlait tout à l'heure, puisqu'il y a un enjeu d'adhésion des professionnels de santé, il y a un enjeu d'adhésion des organisations territoriales, il y a un enjeu d'adhésion des éditeurs. Et sur ce sujet-là, on a un enjeu d'interopérabilité qui est énorme, puisque il ne s'agit pas de réinventer ou de refaire des choses qui existent déjà. Il ne s'agit pas de venir remplacer, de redévelopper des services qui sont déjà utilisés et qui fonctionnent très bien. Il s'agit de venir s'insérer correctement au bon endroit, trouver sa place et que l'État trouve sa juste place là-dedans et pour à la fois bien dépenser l'argent public, mais aussi rendre service. Et ça, c'est un enjeu qui est extrêmement complexe. Et pareil, peut-être pour faire le lien avec des problématiques ou des questions que se posent un certain nombre de projets dans ce hackathon, cet enjeu d'interopérabilité, cet enjeu d'intégration dans des écosystèmes complexes est un point clé dans l'univers du numérique en santé en France qui doit être bien pensé et réfléchi. Et du coup, alors si on devait, je trouve quand même que
c'est un défi quand même majeur d'arriver à impliquer tout ce monde-là. Et j'aime bien ce que je disais imposer, mais c'était un peu, un peu excessif. Mais je pense qu'ils sont tous d'accord au final avec ce principe. Tout le monde, d'ailleurs, même le serment d'Hippocrate le dit, on ne peut pas laisser des gens mourir. Hein, donc de toute façon, ils ont envie d'y aller. Mais et justement, c'est collectif. Est-ce que justement, un des éléments de réussite, c'est pas de voir tous ces gens finalement commencer à travailler ensemble là où quelque part ils n'avaient pas encore commencé à travailler ensemble. Tout à fait. C'est vraiment là l'intérêt. Il y a des premiers pilotes, là, on parlait de 22 pilotes, mais il y en a 3 hein, là qui sont effectifs, hein, qui ont commencé à démarrer. Et c'est vraiment, voilà, on met en place une nouvelle façon de travailler. Par contre, l'outillage ne doit pas être une barrière. Donc c'est ça aussi qu'il faut garantir. Il ne faut pas que ça amène de la complexité par rapport voilà, à une organisation qui se met en place. Et c'est ça aussi qui peut être un peu une difficulté quand on est sur le numérique, sur l'outillage, le système d'information, et qu'il y a une organisation qui n'est pas encore construite. Donc, il faut être assez modulaire, être dans la souplesse. Et c'est vrai que c'est une difficulté, mais bon, c'est un enjeu aussi vraiment intéressant dans le projet, puisqu'on accompagne aussi de nouvelles organisations qui se mettent en place, avec toute la difficulté aussi liée aussi à l'informatique. Voilà, quand il faut s'adapter, pas se paramétrer, être modulaire. Mais bon, c'est un bel enjeu aussi. Mais là où tu as raison, Sébastien, c'est qu'on ressent du plaisir et de la satisfaction de la part de l'ensemble des acteurs quand ils voient le projet avancer, quand ils voient un certain nombre de choses qu'ils ont pu remonter dans les différents lieux d'échange que l'on a, se concrétiser et devenir une réalité dans l'outil qu'on conçoit d'abord pour eux et à leur service. Et par rapport à cette méthode, c'est vrai que nous, en fait, on a fait la plateforme digitale, la première version socle minimale, elle est mise à disposition depuis le 17 mars, donc ça fait une dizaine de jours maintenant. Donc nous aussi, c'est une petite réussite. On a réussi à délivrer dans les délais. Donc au niveau national, c'est bien aussi quand on est dans les délais. Et on fait une co-construction, c'est-à-dire on a un groupe utilisateur avec une quarantaine de personnes, des professionnels du terrain, qui travaillent avec nous pour définir la suite. On a une roadmap en mode agile, hein, donc on fait du développement en mode agile, et on identifie avec eux leurs besoins, et on fait la traduction fonctionnelle, et comme ça, voilà, on co-construit ce socle de services avec eux. Et voilà, pour nous, c'est aussi un facteur d'adhésion assez fort. Et justement, là, je me retourne vers toi, Félix. L'agilité, c'est quand même pas l'essence même de l'administration, hein, on va dire. Mais il faut quand même aider à rentrer dans le monde agile. Enfin, vous savez, j'ai créé quand même cet événement pour ça. Hein. Pour avoir vécu 20 ans dans les hôpitaux, à un moment donné, je me suis dit, il faut que ça bouge, il faut qu'ils comprennent comment on fait pour aller un peu plus vite. Hein. C'est en travaillant avec les médecins aux urgences, hein, à l'époque, avec mon ordi, que j'ai compris que j'allais beaucoup plus vite en travaillant directement avec les médecins sur site, que je me suis dit, il faut que je les mette aussi dans le même mood. Quoi. Donc comment on fait ça, Félix ? En fait, si on revient à ce que c'est l'agile, au-delà de fonctionner en cycle court, itératif, etc., en sprint, en fait, fonctionner en agile, c'est, comme tu le dis, mettre l'utilisateur et la valeur qu'il va tirer du service au centre de la démarche de conception et de déploiement. Et je crois que tout ce qu'a expliqué Caroline là, depuis le début de cette intervention montre que c'est ce qu'on a cherché à faire dans notre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a mis le plus possible et à chaque fois que c'était nécessaire, les professionnels de santé et les organisations territoriales, donc les deux parties prenantes principales qu'on sert avec ce projet SaaS, au centre de notre démarche de conception, et avec pour un objectif aussi de délivrer et de déployer le plus rapidement possible un service SOC, donc on dirait un MVP en agile, donc quelque chose qui délivre de la valeur et sur lequel surtout on va être capable de recevoir des retours des utilisateurs qui puissent nous dire si ça leur va, si ça leur va pas, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ça, c'est possible même quand on est l'État, et voire encore plus, parce que quand on est l'État, on sait aussi sécuriser, donner de la visibilité, ce qui est aussi quelque chose de bien en agile. Et par ailleurs, l'État, si je parle de façon un peu plus technique, a aujourd'hui des modalités contractuelles avec cet opérateur qui lui permettent de fonctionner comme ça. Alors, les puristes de l'agile diraient que ce n'est pas de l'agile absolument. Et toi, notamment, Sébastien, je sais pas si non. J'ai su mettre de l'eau dans mon vin depuis. Hein. mais c'est possible. Et voilà. Et nous, Eurogroupe Consulting, on accompagne la DGOS dans
sa capacité à faire ça, dans sa capacité à représenter, à porter la voix du métier des utilisateurs à toutes les étapes et dans l'ensemble des aspects de cette démarche. Non, mais de toute façon, l'agilité, c'est avant tout un état d'esprit. Ceux qui arrivent avec des méthodes figées, déjà, je pense qu'ils ne sont pas très agiles. Vous voyez. Donc, la plupart, un mauvais coach agile, c'est quelqu'un qui impose une méthode et un mode de fonctionnement en disant que c'est comme ça qu'il faut faire. Déjà, ça ne va pas avec le mot agile. Tu vois. Donc, et on le voit bien dans l'hackathon. Et puis, ça dépend exactement comme vous l'avez dit. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'environnement, du contexte. Il y a plein d'éléments dans lesquels il faut jouer. Après, c'est un état d'esprit. Il faut rentrer dans cet état d'esprit. C'est ça qui est plus difficile parfois d'arriver à mettre tout le monde là-dedans. Faut toujours relire le manifeste agile et ces quatre valeurs qui, à la fin, disent ce qui est important. Le reste, c'est de la méthodologie et la méthodologie, il faut aussi savoir l'adapter aux différentes contraintes. Je voulais insister, si tu me permets, Sébastien, sur une des grosses réussites du projet dont Caroline parlait, c'est le temps très court qui nous a permis de déployer ce projet, de déployer la première version de ce service, temps court qu'il faut mettre au regard de ces très nombreuses parties prenantes que l'on a à mobiliser, qui doivent être mobilisées, qui sont indispensables à la réussite de ce projet. C'est un grand défi, c'est pas mal d'enjeux et c'est aussi des difficultés parfois, mais c'est, je crois, quelque chose qu'on a réussi à faire, en tout cas pour le moment. En tout cas, bravo, parce que moi, pour avoir suivi le projet et la mission qu'il y a derrière, qui est quand même un enjeu majeur, hein, mais vraiment, c'était du boulot. Au début, je trouvais ça vachement intéressant, et je voyais tous les gens qui arrivaient autour de la table, et je me suis dit, oh là là, ça va pas être facile. Et en tout cas, vous avez relevé ce défi avec brio. Bon, c'est pas fini, hein, il y a encore du boulot, hein, mais je pense que ça va arriver de plus en plus vite, et tous les citoyens vous remercieront de pouvoir avoir un rendez-vous rapidement. C'est quand même la base de notre système. Quand même. Un petit mot à rajouter ? Non, mais en tout cas, merci pour cette interview. Juste aussi en termes de parties prenantes, on n'oublie pas d'associer les patients, hein, je le rappelle, parce que c'est vrai que voilà, c'est bien, tu le rappelles que voilà, il faut toujours avoir en vue, c'est le service qu'on rend aux patients, voilà, l'ensemble des usagers qu'il faut garder en tête. Et c'est vrai comme ça aussi qu'on permet de lier les gens et voilà, toujours ce collectif avec cet objectif-là en tête. Et c'est vrai qu'on n'en est qu'au début. Bon, c'est vrai, on a des petites réussites, donc c'est bien, ça nous conforte pour poursuivre ce projet avec la bonne méthode. Je pense que voilà, Félix l'a rappelé et voilà, avec toujours. Après, le mode agile aussi, c'est bien parce que si on fait fausse route, on peut tout de suite aussi revoir et un peu revoir et adapter. Et donc, c'est ça aussi, je trouve, un bienfait de cette démarche-là. En tout cas, bravo à vous. Ouais, vas-y Félix, tu voulais dire un truc. Ouais, non, moi aussi pour te remercier pour cette invitation et puis souhaiter un bon courage aux équipes. Peut-être dans ce qu'ils peuvent ce sur quoi ils peuvent capitaliser sur ce qu'on vient de dire, c'est n'oubliez pas certaines de vos parties prenantes. Vous avez dans tous vos projets pas mal de parties prenantes autour de vous. Ne les oubliez pas de les impliquer. Ça demande un peu de temps, ça demande un peu de travail, mais ça sera forcément quelque chose qui sera utile pour le futur à un moment donné. C'est clair. Et l'écosystème de la santé en France est vaste, riche, avec plein de gens intéressants qu'il faut associer. Ayez en tête cet enjeu-là. C'est vrai. Et je te rejoins, Caroline, sur les patients. Quand on a lancé le Hacking Health Camp, je me rappelle au début, c'était très axé professionnel de santé et on a eu des tweets disant « Mais où sont les patients ?» Zut. Allez hop. Et maintenant, on a un prix patient, on a des associations de patients qui sont dans les coachs, etc. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, mais on est tous patients. Mais non, il y a quand même des gens qui ont une vraie expertise autour de ça. Ça s'appelle d'ailleurs le patient expert, qu'on a reçu d'ailleurs il y a 2 ans avec l'Institut de l'expertise patient, là, qui est dirigé par Ama Kwevi. Et je pense que voilà, tu as raison. C'est extrêmement important d'impliquer de plus en plus les patients qui sont de plus en plus représentés et qui sont apporteurs de bonnes remarques et de bonnes idées dans tout ce qu'on fait, puisqu'au final, c'est quand même les usagers. Quoi. Voir qui portent des projets. Et qui portent des projets. On en a eu de plus en plus. Merci à vous deux. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup et bon courage à tous. Merci. Ciao.